bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de vous et de tout ce qui fait votre vie. Paul et Jeanne attendent vos appels au 39 21 et si vous souhaitez réagir à un témoignage, si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous souhaitez apporter votre soutien à un auditeur, vous pouvez à tout moment appeler le 39 21 pour dialoguer avec nous. Vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Ce soir, c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, donc en fait, je vous appelle parce que j'ai un gros souci, non, c'est pas énorme. Dans l'ensemble, j'ai une vie qui va plutôt bien, je m'en sors bien au niveau professionnel. J'ai 2 jeunes garçons qui s'épanouissent bien. Oui. Mais j'ai pas mal de soucis dans ma relation avec les hommes. Voilà, en gros, il y a 4 ans, le papa de mon 2e enfant est parti. Ça s'est passé au début de ma grossesse. Ah oui. Voilà. Il vous a quitté alors que vous veniez d'apprendre que vous attendiez un bébé. On a volontairement mis en route un 2e, mais il a rencontré quelqu'un 2-3 mois après. Il est parti avec. Oh là là. Voilà. Si on va dire assez classique, je pense. Non, heureusement non quand même. Et il peut y avoir de l'infidélité parfois. Hein, ça pendant une grossesse où des hommes sont parfois mal à l'aise avec leur femme qui se transforme, qui devient mère. Mais heureusement que non, c'est quand même pas classique que les hommes partent comme ça en cours de grossesse, parce que c'est quand même une situation extrêmement pénible, éprouvante. Hein. Voilà, puis en fait, en gros, j'ai quand même rencontré quelques personnes depuis qu'il est parti, bon pas tout de suite, hein, pendant un an et demi, c'était inimaginable. Et j'ai la sensation, de manière totalement involontaire, de faire payer un peu aux gens que je rencontre, par manque de confiance, je pense par peur de l'attachement aussi. Et je fais pas mal de mal en fait autour de moi là aux personnes qui sont passées de manière assez courte dans ma vie ces derniers temps. Oui, c'est-à-dire qu'ils vous en ont fait part, Qu'est-ce qui vous fait dire que vous leur faites du mal? Je pars très vite, c'est-à-dire c'est toujours moi qui pars. Et je pars alors que la personne en face a un comportement tout à fait correct. En général. Ils sont assez attachés et je ne sais pas si c'est ça qui me fait peur, mais... Voilà, qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est impérieux chez vous, où vous avez vraiment vous décidez presque froidement, ou c'est quelque chose qui est plus fort que vous? Est-ce qu'il y a un moment où il faut que vous partiez? Je pense qu'il y a un moment où il faut que je parte. Je pense que peut-être quand moi je commence à avoir peur de m'attacher aussi, ou quand je commence à retrouver des réflexes. Je suis restée quand même 13 ans avec mon ancien mari. Et j'ai eu la tendance pendant tout ce temps-là à m'oublier complètement. Et en fait, je crois que j'ai un peu peur de ne pas savoir. J'étais très jeune quand je l'ai rencontré. J'ai pas eu Vous aviez beaucoup quel d'aventures âge? avant lui. J'avais 18 ans quand je l'ai rencontré. D'accord. Et voilà, donc j'avais quasiment rien vécu avant. Mais c'est le père, parce que vous m'avez dit le père de votre 2e enfant, c'est-à-dire que et pourtant c'est le père des 2 enfants si vous l'avez rencontré si jeune. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Le père des 2 enfants. Oui, pardon. Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il est resté présent après pour eux Ça a été très très dur pour le 2e, parce qu'évidemment, donc je devais être à 11 semaines. Évidemment non, c'est ce qui m'a aidé moi à me détacher de lui. Il m'a demandé d'avorter du 2e et j'ai refusé. Et il a eu énormément de mal à s'attacher au début. Ça a pris du temps, ça a pris peut-être jusqu'aux 8-9 mois du 2e. Maintenant il s'occupe des 2, il s'en occupe très bien.
Oui. Mais bon, voilà, il y a cette petite histoire-là qui a été un peu compliquée pour lui, je pense, du coup, d'accepter cet enfant qui ne voulait plus. Parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Oui, enfin, il est parti avec une amie en commun qu'on connaissait depuis très très longtemps. Donc C'est ce que vous disiez qui était classique, le fait que ça soit une amie, une amie. Oui, ça malheureusement, c'est vrai que ça peut se faire dans l'entourage familial, ce qui est d'autant plus. Vous étiez proche d'elle? C'était une de mes meilleures amies, oui. Oh là là, oui. Pas la meilleure, donc ça va. Ça m'a pas fâchée avec l'amitié, c'est déjà ça. Mais non, c'était une très bonne amie, ouais. Enfin, c'est très douloureux ce que vous avez vécu. Parce qu'être quitté comme ça au début d'une grossesse, au début ou en cours ou à la fin d'ailleurs, c'est quand même une période très très particulière. De se retrouver, enfin vous êtes prise dans des sentiments très très ambivalents parce qu'il y a à la fois ce bébé que vous portez et qui est où c'est la vie, s'il y a quand même quelque chose de très enthousiasmant, et puis à côté cette grande tristesse de vivre comme ça une séparation et avec toute cette angoisse par rapport à l'avenir. Donc ça complique beaucoup les choses. Et en plus, si vous voulez être quitté, mais quitté avec pour quelqu'un que l'on connaît, c'est d'autant plus douloureux. Donc, quand vous dites aujourd'hui que vous avez, votre inquiétude, et ça montre à quel point ça fait pas partie de vous. C'est-à-dire vous avez conscience de faire du mal, mais on sent bien que ce n'est pas volontaire, que c'est pas sciemment que vous agissez ainsi. Mais vous avez eu très mal. Alors, je dis pas que c'est une raison pour faire pareil, mais c'est-à-dire que vous avez peut-être encore très mal et vous avez peur d'avoir mal. Donc vous partez peut-être avant que l'autre ne parte. Enfin, c'est une façon de reprendre un peu le contrôle. Je crois que c'est pire que ça. Je crois que je pars avant de m'autoriser à être à nouveau. Oui, dès que vous sentez d'ailleurs que vous vous attachez, finalement, ça vous angoisse de vous attacher aujourd'hui. Je pense, ouais. Ouais. Il y a vraiment de ça. Mais je suis tellement, je pense, sincère dans le début de la relation que c'est peut-être ça qui fait qu'ils s'attachent aussi fort. Oui, vous leur parlez de votre histoire, vous leur parlez un peu de votre vécu. Que voulez-vous dire par le fait que vous êtes sincère? Je préviens toujours que je suis pas simple. Oui. Que voilà, là, j'ai rompu il y a pas très longtemps avec quelqu'un. Je l'avais prévenu que j'étais pas simple, que j'avais très peur des sentiments et que voilà, que je pouvais être du genre à m'éclipser quasiment du jour au lendemain. Mais même en étant prévenue, mais voilà. Donc j'avais prévenu, mais on a quand même passé des très bons moments ensemble. Mais les moments qu'on a passés ensemble, les barrières, à la limite, je les enlève à ce moment-là. Oui. Bon, c'est bon signe. C'est que vous pouvez être bien et à un moment, vous vous laissez aller. La peur est moins présente. Mais c'est pas étonnant, cela dit, là où vous avez raison, que en plus les hommes, alors vous les choisissez peut-être, mais qu'ils s'attachent parce que c'est presque le meilleur moyen pour qu'ils s'attachent, paradoxalement. De dire que vous êtes compliqué dans vos sentiments, que vous pouvez vous éclipser du jour au lendemain. Vous mettez d'emblée un enjeu, enfin une pression dans la relation. Ouais, c'est pour les prévenir. Pardon ? Oui, il vaudrait peut-être mieux ne pas annoncer la couleur pour, je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'effectivement, la prochaine rencontre, vous pourriez essayer de dire si c'était différent et ne pas mettre en avant vos peurs en même temps. Parce que vous faites ça pour les prévenir, mais du coup, ça déclenche, ça conditionne quelque chose peut-être dans leur comportement, y compris dans leur attachement. Et c'est peut-être aussi ce qui vous angoisse. Et laisser de la liberté. Ouais. C'est-à-dire la liberté, c'est au fond sortir des sentiers battus, sortir de là où on s'attend à ce qu'il va se passer quelque chose, et généralement la même chose. C'est laisser surgir de l'imprévu. Donc ça peut commencer, même si ça vous paraît une toute petite chose, par
justement mettre du changement dès le début dans la relation et donc laisser des portes ouvertes au lieu de les fermer en disant je suis compliqué, je peux m'éclipser, vous donnez presque un peu votre mode d'emploi. Oui, ouais. Alors que vous ne vous résumez pas à ça. Vous n'avez pas toujours été comme ça. Bon, après, il y a ce problème-là. J'ai aussi le souci, je pense, de la crainte d'être appréciée pour une apparence ou pour ce que j'ai pu faire. Parce que quand mon mari est parti, j'ai fait une grosse dépression. Et pour ne pas en rester là, j'ai réalisé pas mal de choses chez moi. Et enfin quasiment tout en fait, et ça porte pas mal l'admiration des gens, et c'est vrai que j'ai toujours ce doute aussi quand je rencontre quelqu'un de savoir si c'est parce que physiquement je lui plais ou parce que c'est parce que j'ai réalisé des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que vous avez réalisé des choses? Je suis partie de murs vides, et je me suis acharnée dans le travail en fait pour pas rester au fond. Bon, c'est une bonne façon de réagir, oui. Ça a été ma résilience un peu chez moi. Oui. Donc voilà, de la plomberie à l'électricité, monter les murs, enfin tout. Et c'est vrai que ça porte pas mal d'admiration et que je pense quelquefois c'est un peu trompeur aussi. Enfin, je me pose la question des fois de me dire c'est un peu trompeur sur ce que ce que je représente pour ces personnes. Quelqu'un de fort. Oui, peut-être. Qui se prend en charge, qui n'a pas besoin de quelqu'un finalement. Je me suis j'ai pas mal joué là-dessus pour moi, de dire que je pense de me prouver à moi-même que j'avais besoin de personne pour m'en sortir, y compris là j'ai changé de métier, j'ai pris un métier, j'ai refait une formation pour faire un métier très masculin, et je pense que je me suis déjà pas mal prouvé à moi-même, donc forcément du coup un peu. C'est pas mal si vous voulez être prouvé à vous-même, ça peut vous permettre aussi d'envisager une relation d'amour différemment. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui que vous pouvez compter sur vous. Donc ça permet de moins être dans une relation de besoin, de dépendance, mais vraiment de désir avec l'autre. Mais c'est vrai que vous aviez, enfin, si vous voulez, il y a toujours dans toute expérience, aussi difficile soit-elle, quelque chose de bon à en tirer. Hein. C'est souvent dans l'épreuve, c'est pas que si vous voulez, notre caractère se fortifie. Quand on est environné dans un bien-être, dans de la douceur, on n'a pas à puiser en nous-mêmes des forces, des ressources. Ça a été très constructeur, c'est clair. Oui, pour ça vous a permis de voir que peut-être même vous êtes surprise. Bon, vous êtes laissé surprendre, vous avez vu que vous aviez beaucoup de choses que vous n'imaginiez pas en vous. Maintenant, continuez à vous laisser surprendre, c'est-à-dire ne vous enfermez pas dans cette image de quelqu'un qui c'est une façon de vous protéger, n'aurait besoin de personne. D'ailleurs, symboliquement, vous étiez complètement en vrac à l'intérieur de vous-même, effondré, et vous avez eu en tête d'abattre des murs, de construire votre appartement. C'est pas mal finalement. C'est une bonne résilience. Vous avez raison. C'est-à-dire que vous avez construit à l'extérieur ce qui était complètement en ruine à l'intérieur. Ça vous a permis aussi de retrouver une assise. Vous. Mais c'est vrai que vous devez renvoyer peut-être une image aux hommes de quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux. Alors que dans les faits, vous aimeriez, c'est même pas de l'ordre du besoin, mais pouvoir échanger et partager à nouveau. Vous en avez le désir en tout cas. Et peut-être qu'en vous disant que de toute façon, vous pouvez faire face seul. Donc quand bien même, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri dans une histoire d'amour, qu'à un moment, l'amour s'arrête. Vous l'avez suffisamment éprouvé pour le savoir. Hein. Pour autant, là aussi où vous avez appris et grandi, c'est que ça vous a pas mis à terre. Oh, j'ai touché le dernier fond, je crois, avant de remonter. Oui, mais enfin, il faut parfois toucher le fond pour remonter. Ouais. Vous êtes remonté.
moi, j'étais très bien entourée. J'ai eu cette chance-là aussi. Il y a Guy d'ailleurs qui dit écoutez, moi j'ai mon salon à repeindre, donc je suis preneur. Il vous laisse. Et puis il y a Flo. Travaux chez les copains. Comment? Vous êtes très occupée, oui. Il y a Flora qui dit j'ai souffert comme vous, mais vous pouvez dominer votre peur et votre souffrance et faire confiance aux hommes et faire confiance à la vie et à vous-même. Vous pouvez d'autant plus vous faire confiance à vous-même. Vous voyez que vous avez pu émerger. Donc, vous êtes certainement plus forte qu'avant. Vous êtes forte aussi de tout ce que vous avez traversé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez à nouveau envisager d'être plus vulnérable, de vous ouvrir. Parce que quand on tombe amoureux, oui, on est plus vulnérable. Parce que dans ces premiers temps, enfin dans la relation, on se dit que cette personne, on ressent le besoin d'être avec elle, de partager, d'échanger. Et là où on se dit qu'on peut faire face toute seule et qu'on a besoin de personne. Mais dans les faits, c'est une protection. C'est une défense. Alors, vous pourriez dire après tout, parce que il suffit pas, une femme ne se réalise pas uniquement avec la présence d'un homme, hein, heureusement. Mais vous me dites que vous, c'est votre désir de pouvoir échanger à nouveau et partager avec quelqu'un. Alors, c'est mon désir. Je sais même pas si je serais déjà... je pense pas être déjà prête à refaire vraiment ma vie et revivre avec quelqu'un. Mais c'est pas forcément refaire votre vie, c'est justement ne pas vivre autre chose, vivre quelque chose. Oui. Vous savez pas comment la relation évolue, mais lui laisser le temps de s'installer et vous verrez bien. C'est-à-dire prendre le risque, oui, à nouveau de vous attacher. Qu'est-ce qui se passerait si à nouveau vous vous attachiez à un homme, selon vous? Je pense que j'aurais peur de retomber dans un réflexe d'effacement, probablement. Mais après, voilà, comme je l'ai pas testé, j'ai pas pu voir si effectivement je retombais dans cet état-là, mais ouais. Ce que je connais d'une relation, moi, avec un homme, c'est laisser la place à l'autre. J'ai pas encore... Oui, mais vous étiez jeune aussi quand vous avez rencontré votre mari. Vous aviez 18 ans, enfin vous étiez... c'est un âge où, en principe, on essaie de s'affirmer soi, de faire des projets personnels. Or là, vous avez été prise dans un projet de couple plus que dans un projet personnel. Et dans ce couple, vous avez fait la part belle à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, à l'inverse, il y a un auditeur qui le dit, vous forcez l'admiration des hommes, vous leur montrez que vous vous en sortez seul, donc vous prenez le dessus. Il y a un peu une forme de revanche, de vous affirmer. Mais vous pouvez aussi, dans le choix que vous ferez des hommes, peut-être que ce ne sont pas les mêmes hommes qui vous plaisent aujourd'hui. Et pas des hommes qui vont... au contraire, ce qu'ils apprécient chez vous, c'est que vous avez une personnalité bien affirmée. Et ils l'apprécient, ça. Alors, donc, vous voyez que, du coup, pourquoi voudriez-vous que qu'eux souhaitent que vous vous effaciez, puisqu'ils voient ce que vous êtes, vous, aujourd'hui. Et vous n'êtes pas la même Hélène que lorsque vous avez rencontré votre mari. On évolue. Et cette épreuve vous a fait évoluer, mais il y a eu cet aspect positif, c'est que vous vous êtes affirmé. Vous avez dû faire des choix à ce moment-là, seul. Et vous vous êtes rendu compte que... alors, c'est peut-être aussi là où c'est compliqué pour vous, parce que vous le dites de toute façon très clairement. C'est comme vous avez certainement un certain plaisir, et on peut le comprendre, à exister. Parce qu'aujourd'hui, vous existez pleinement. Dans votre vie, vous décidez de vraiment de votre vie. Donc, si vous vous dites que être à nouveau en couple, c'est laisser les rênes à l'autre, on comprend que vous n'ayez pas tellement envie et que ça soit angoissant, parce que vous y trouvez du plaisir dans cette nouvelle situation. Ouais, je me suis trouvée effectivement. Oui. Donc, et c'est très bien comme ça. Pourquoi renoncer à ça ?
Je vois pas. Vous voyez, c'est votre peur d'être, de revenir en arrière, alors qu'au contraire, vous ne faites qu'avancer. Et donc, dans vos choix amoureux, vous pouvez aussi rencontrer un profil d'homme qui, au contraire, va renforcer cet aspect de votre personnalité. Parce que là où avant vous vous effaciez peut-être pour que l'homme prenne toute sa place et c'est vous qui l'admiriez, il peut y avoir, et c'est important, une part d'admiration, enfin réciproque. C'est important dans un couple. Oui. Mais dites-vous que il n'y a pas une façon d'être en couple. Il y en a des milliers. Donc le couple que vous avez formé, le premier couple avec votre mari, vous étiez une jeune femme un peu effacée, qui ne savait pas très bien ce qu'elle voulait encore. Ça sera pas, vous formerez pas le même couple avec quelqu'un d'autre, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus cette jeune femme effacée. Vous êtes une jeune femme, mais beaucoup plus affirmée dans ses choix de vie. Comme dit Valérie, il faut d'abord penser à vous dans une future relation, ça vous l'avez bien compris. Prenez ce qui est le meilleur, dans la mesure où vous connaissez désormais la force qui vous anime. Et puis Ninon qui dit, après avoir fait de la plomberie et l'électricité, croyez-moi, vous n'allez plus vous en laisser compter. Ça c'est sûr. Mais c'est très symbolique. C'est montrer que bon, vous n'avez plus besoin d'un bonhomme. On dit parfois, voilà, hein, c'est bien pratique d'avoir un homme à la maison pour quand il y a quelque chose qui tombe en panne. Non, vous non. C'est-à-dire que c'est pas de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous choisirez quelqu'un avec qui vous voulez partager réellement. Oui. Mais je comprends, il y a une ambivalence chez vous que vous en même temps vous êtes très très lucide. C'est que comme il y a du plaisir quand même à cette nouvelle situation, et ça se comprend parce que vous êtes aujourd'hui vous existez pleinement. Vous dire si c'est pour à nouveau vous effacer derrière un homme, on comprend que vous n'en ayez pas envie. Mais il ne tient qu'à vous de ne pas vous effacer. Vous voyez ? D'autant plus que vous pouvez, et vous l'avez déjà fait, rencontrer des hommes qui apprécient cette personnalité que vous avez. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a une personnalité bien affirmée qu'on n'a pas plaisir à échanger et à partager avec un homme. Vous voyez, à partager des moments ensemble et des moments où on est, où on peut se montrer aussi plus fragile. Enfin, on n'est pas que fort ou que fragile. Ça n'existe pas, ça. Non, je suis admirablement les deux. Admirablement, pardon ? Admirablement les deux. Je pense que je trompe personne, c'est-à-dire que les gens que je rencontre, enfin les gens qui me connaissent savent la force que j'ai eue quand il en fallait, mais je pense qu'ils sont pas dupes sur ma fragilité non plus. Non, mais l'important, c'est que vous ne soyez pas dupe. Bon, et vous ne l'êtes pas. Donc, c'est à vous de vous faire confiance et de vous dire que il n'y a pas que ce modèle de couple que vous avez vécu. Et heureusement, parce que finalement, au fond, même si ça a été très pénible, et surtout dans ces circonstances-là, alors que vous attendiez un bébé, mais peut-être que si vous étiez resté dans cette relation, vous ne vous seriez pas découverte comme vous vous êtes découverte aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Bon. Ouais, c'est paradoxalement la meilleure chose qui me soit arrivée, enfin, la chose qu'il fallait qu'il m'arrive, paradoxalement. Oui, mais c'est possible. Enfin, même si, si vous aviez pu réécrire l'histoire, vous l'auriez peut-être fait autrement, pas dans ces circonstances-là. Mais en même temps, comment ? Vis-à-vis des enfants. Oui, vis-à-vis, c'est compliqué. Et puis même vous, menez votre grossesse. Heureusement, vous avez été très entourée, mais c'est quand même pas ce qu'on peut souhaiter. Donc, ça vous a permis de vous accomplir. Donc, la femme que vous êtes devenue, il faut aussi lui faire confiance. Parce que vous raisonnez avec comme si celle qui était plus effacée et qui, du coup, pouvait à nouveau s'effacer. Non, je crois pas. Et vous auriez d'ailleurs tort de le faire. Ouais. Donc faites-vous davantage confiance. Et puis je vous dis, ne mettez pas des barrières dès le début. Laissez venir. Je vais essayer, effectivement.
voyez, n'essayez pas parce que c'est une façon c'est réducteur, je trouve. Vous vous réduisez pas à ça. Même si vous avez des peurs, on en a tous, vous les avez sacrément surmontées. Donc, bon, ce que vous avez pu faire pour vous, pour votre accomplissement personnel, vous pouvez aussi l'envisager dans votre vie et dans une vie à deux. D'accord. Voilà. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Au revoir Hélène. Au revoir. Au revoir. Alors des réactions pour Hélène par SMS. Déjà, quelqu'un dit peut-être devriez-vous vous laisser un peu aller, vous laisser surprendre et lâcher un peu vos réticences. Il y a Marilyn de Cambrai qui dit après tout, si ça marche pas avec les hommes, pourquoi pas prendre une femme? Vous avez besoin qu'on refasse votre plafond, ma chère Marilyn. Mais il y a Luna qui dit vous êtes différente, mais c'est bien vous et pas une imposture. Donc ça, c'est vrai que ça c'est important. Et puis il y a Frédéric qui dit par mail vos interrogations témoignent de votre profondeur. Ne vous protégez surtout pas derrière un masque qui ne vous ressemblerait pas et laissez faire votre naturel. Bon courage à vous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voulais aussi remercier vos collaborateurs qui sont vraiment adorables au standard. Oui, merci beaucoup pour Paul et Jeanne. Voilà. Moi, je vous appelle parce que, bon, j'ai 51 ans. Oui. Je suis mariée depuis 26 ans. Oui. J'ai 3 enfants adorables et que j'adore. Et tout se passait bien. Et il y a une semaine, mon mari m'a annoncé que il pensait ne plus m'aimer, ne plus tenir à moi et qu'il avait envie de vivre autrement, une autre vie. Il avait besoin de liberté. Donc, je suis un petit peu anéantie parce que je comprends pas. Je comprends pas et je suis perdue. C'est vrai que jusqu'à présent, on formait un couple uni. Il n'y a jamais eu d'ombre au tableau, il y a toujours eu de la confiance, de la complicité, beaucoup d'amour. Oui. Et voilà, donc je suis perdue. Oui, ça vous tombe dessus. Voilà. Oui, il n'avait pas changé vis-à-vis de vous, il n'était pas plus distant, il n'y avait pas de flottement. Bon, disons que ça a jamais été quelqu'un de très expressif. Oui. C'est bon, il a un petit peu du mal à montrer sa tendresse et son affection. Mais moi j'ai fait avec. Je veux dire, j'ai appris à vivre avec et voilà. Oui, pour autant, vous ne doutiez pas de son amour pour vous. Voilà. Il a peut-être manifesté, c'est-à-dire il avait du mal avec les mots, mais est-ce que dans ses attitudes, il était présent? Pas très tendre, je veux dire. Pas à venir faire un petit bisou comme ça de temps en temps. C'est toujours moi qui vais vers lui, quoi. Oui, mais enfin, bon, ça a duré quand même, ça ne vous a pas empêché de... Oui. Ça fait 26 ans que vous êtes ensemble. Voilà. Et de trouver, vous vous sentiez bien dans cette relation. Tout à fait. Ouais. Et puis là, depuis une semaine, il m'a annoncé ça, qu'il avait envie de suivre son chemin. Et c'est quoi, vous lui avez demandé quel chemin voilà, pense-t-il suivre? Oui, alors il m'a dit qu'il avait besoin d'indépendance, qu'il voulait ne plus avoir à me rendre de compte, il avait envie de liberté. Alors là où je comprends pas, c'est que je lui ai jamais demandé des comptes. Il a toujours vécu comme il voulait. Je l'ai jamais surveillé. J'ai toujours eu confiance. Il allait où il voulait. Il avait absolument pas besoin de se justifier. Oui, donc vous ne comprenez pas qu'il puisse revendiquer comme ça un besoin de liberté alors que vous n'étiez pas intrusive par rapport à sa vie. Vous lui avez dit ça? Oui, je lui ai dit. Oui. Je lui ai dit et il m'a dit qu'il ne sait pas. En fait, je pense qu'il ne sait pas lui-même. Je pense qu'il ne sait pas où il veut aller, mais il sait ce qu'il ne veut plus, quoi. Oui. Et il y a quelque chose qui se serait passé dans sa vie, je sais pas, familiale, dans son histoire familiale, qui pourrait expliquer ça. Il a subi le décès de son père quand il avait 19 ans. Il s'est retrouvé à la tête de l'entreprise à 19 ans. Et il était un petit peu avec une mère acariâtre, mais voilà quoi. Et puis le décès de sa sœur il y a 4 ans. Mais bon, je veux dire, on a toujours su traverser les épreuves. Il n'y a jamais eu de choses bouleversantes. Enfin, on a une situation professionnelle. On travaille ensemble, on a une entreprise ensemble. Moi, justement, pour lui laisser un peu de liberté, il a toujours géré son entreprise comme il souhaitait.
J'ai pris un petit travail en plus à l'extérieur pour ne pas toujours être avec lui, pour ne pas avoir l'impression de l'étouffer. Et voilà, bon, nos amis ont toujours, notre couple a toujours été un peu comme un modèle pour beaucoup de nos amis, parce que on s'entendait toujours bien. Quoi, il y en a beaucoup qui enviaient notre vie et notre façon de vivre et notre façon de s'entendre. Donc voilà. Il a quel âge, votre mari? Le même âge que vous, la cinquantaine? Non, il a 59 ans et moi j'en ai 51. D'accord, ouais. Alors j'ai des amis qui me disent c'est la crise de la soixantaine, ça va lui passer. Il va s'apercevoir qu'il t'aime vraiment et il va revenir, mais... Il a rencontré quelqu'un, vous pensez? Non, je pense pas. Il me l'aurait dit. Parce que il me dit qu'il souhaite pas me faire du mal, il veut pas que je sois malheureuse. Il dit qu'il a rien à me reprocher, que je suis une bonne épouse, une bonne mère. Oui, il dit tout un peu et son contraire, parce qu'en même temps il dit ça et en même temps il dit qu'il a besoin de liberté, mais de liberté finalement peut-être pour lui, et il a raison, qui n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire que vous dites que vous n'avez jamais été à le surveiller directive dans sa vie. C'est peut-être des choses plus profondes de son histoire à lui. Finalement, vous parlez de cette mère acariade. Oui, il y a peut-être des choses comme ça qui remontent, qui ressurgissent et qui n'ont rien à voir avec vous. C'est d'autant plus douloureux pour vous que ça vous tombe dessus, et c'est toujours le problème dans une séparation, hein, c'est que il y en a un qui forcément a pu l'anticiper parce qu'il y réfléchit, et parfois depuis longtemps, même s'il n'en parle pas et même si ça ne transparaît pas dans son comportement. Et puis il y a celui, en l'occurrence vous, sur qui le ciel tombe sur la tête parce qu'on ne voit pas forcément venir, et donc il y en a un qui souffre toujours plus que l'autre. Hein. Oui. Et c'est vrai que je me suis accablée moi-même en me disant qu'est-ce que j'ai fait, ou pas fait pour mériter ça aujourd'hui. C'est parce quand on ne comprend pas, on a besoin d'explications rationnelles. Hein. Donc évidemment la culpabilité, ça, même si c'est difficile à vivre, c'est une façon de se raccrocher, de se donner aussi une part de responsabilité. Oui. C'est-à-dire, c'est vouloir assumer ses responsabilités dans la relation. Mais c'est peut-être plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut être dans une période de sa vie où il traverse lui-même une crise personnelle, existentielle, ou aussi le sentiment amoureux évolue au fil du temps, se transforme, et parfois il parle de chemin, qu'il a envie de suivre son chemin, et que on sait, mais on peut évoluer différemment et prendre des chemins différents et s'éloigner. C'est possible aussi, et ce n'est pas lié. C'est inutile dans ces cas-là, de se culpabiliser, parce qu'on peut prendre des chemins de vie très très différents, évoluer différemment. Tout à fait, oui. Je lui ai proposé, je lui ai dit par quelque temps où on peut avoir chacun un chemin différent, mais en se retrouvant le soir à la maison, voilà, et donc je lui ai proposé plein de solutions. Je lui ai proposé éventuellement d'aller consulter, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors il ne sait pas ou il ne veut pas? C'est-à-dire, quand il vous dit quoi? Il vous dit je ne sais pas. Oui, il me dit je sais pas. Je lui dis mais qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il compte faire? Parce que ça c'est important quand même, parce qu'il peut pas non plus vous dire qu'il ne vous aime plus, qu'il veut suivre son chemin et rester auprès de vous en disant je ne sais pas, parce que là pour le coup il vous fait souffrir. C'est tout à fait ça en fait. Parce que moi, je ne sais pas me positionner. Je n'arrive pas à me positionner depuis une semaine à la maison avec les enfants. Voilà. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 15, 23 et 25. Et 26, pardon. D'accord. Et celui de 26 est plus à la maison, mais le 15 et 23, ils sont à la maison. Donc, je pense que sa vie évolue. Il a peut-être un peu peur de l'avenir et de se dire, je vais arriver à la soixantaine et qu'est-ce que je veux maintenant? Mais je pense qu'il ne le sait pas lui-même. Et moi, j'arrive pas à me positionner à la maison. Qu'est-ce que je fais?
Bon, je suis partie une journée en me disant, ça va lui donner, il va réfléchir et tout, mais pas du tout. Il va continuer à vivre sa vie normalement, et c'est une amie qui a été obligée de l'appeler le soir en lui disant, mais elle n'est pas rentrée, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Mais il ne s'est pas du tout inquiété de moi, de la journée, de savoir où j'étais, ce que je faisais, voilà. Et à la maison actuellement depuis une semaine, c'est ça, c'est qu'il ne... Bon, je veux dire, on discute de choses matérielles pour l'entreprise, pour la bonne marche de l'entreprise ou pour les enfants, mais il ne s'inquiète absolument pas de moi, Oui, mais c'est ce qui est d'autant plus insupportable et ce qui vous fait d'autant plus souffrir. Déjà que quand on est quitté, on a un terrible sentiment d'injustice, et puis que moins on comprend la rupture, plus on en souffre. Tout à fait. Ça tétanise là de ne pas comprendre et d'avoir quelqu'un qui lui-même c'est là où il faut que vous soyez quand même vigilante, c'est qu'il faut qu'il tienne compte de vous. C'est-à-dire qu'à la fois il vous dit qu'il ne veut pas vous faire du mal, bon, on peut le croire, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de vous faire du mal, mais de fait, par son attitude, il vous en fait. Bon, évidemment, ça, si on n'aime plus l'autre, et on lui fait du mal, forcément, en lui disant. Mais là, il ne peut pas vous dire ça, se projeter dans un avenir où il veut suivre son propre chemin, et en même temps rester là en disant je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi assumer ses choix. Soit il est dans un entre-deux où il se pose des questions sur lui, sur le lien qui vous unit à vous, et dans ces cas-là, il serait plus sage quand même d'en parler à l'extérieur, mais pas à son conjoint, parce que on n'a pas à lui transmettre nos états d'âme si on ne sait pas où on en est. Et si on sait clairement où on en est, et que l'on est dans une perspective où il y a plus d'amour, et que donc il est préférable de se quitter, il faut le mettre en place. Tout à fait. Mais donc ça va être peut-être à vous de devoir. Il vous amène à une situation délicate, parce que vous qui ne souhaitez évidemment pas une rupture et qui la subissez, qui en est très malheureuse, c'est lui. Vous vous trouvez face à un homme qui vous dit ça et qui vous dit je ne sais pas, parce que par rapport à tout ce que vous lui proposez, il ne sait jamais, il ne prend aucune initiative. Donc, de la même façon que vous ne pouvez pas, même si vous avez encore des sentiments pour lui, que vous l'aimez toujours, on ne peut pas poursuivre la vie du couple seul. Enfin, le couple, il faut être deux, forcément. Et de la même façon, vous ne pouvez pas vous faire une démarche. Vous voyez, face à quelqu'un qui vous dit que tout ce que vous lui proposez, il vous laisse dans l'expectative. Je lui ai proposé d'en parler à ses amis. Bon, il a des amis, on a des amis communs, il me dit non. Des amis ont essayé de lui en parler en disant mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas, et il a dit non, tout va bien. Tout va bien, donc... oui, mais il faut qu'il envisage sa vie, c'est-à-dire qu'il peut pas... Vous lui avez posé la question, clairement, qu'est-ce qu'il envisage, là? C'est-à-dire qu'il va pas rester à vos côtés comme si de rien n'était, parce que c'est quand même un peu ce qu'il est en train de faire, après qu'il vous ait dit qu'il ne vous aimait plus. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il ne savait pas. Oui, mais il va falloir qu'il sache. Je lui ai dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il faut que je m'en aille? Est-ce qu'il faut que je... C'est à lui de s'en aller, hein. Mais, en tout cas, c'est à vous, ça serait important parce que, voyez, vous partez une journée, bon, il n'a pas réalisé, je pense qu'il n'a pas bien réalisé, c'est-à-dire une journée, même si c'est pas habituel, il sait que vous ne souhaitez pas de rupture et que vous êtes tétanisé par cette situation. Oui. Mais à un moment, il faut aussi, peut-être que c'est aussi s'il traverse une crise existentielle, que c'est un mal-être personnel qu'il n'arrive pas à nommer, ça peut aussi lui permettre de prendre conscience de certaines choses, peut-être de faire la part des choses entre son mal-être et ce qui relève vraiment de votre couple. Oui. Mais parce qu'en restant comme ça à côté l'un de l'autre, c'est assez destructeur pour vous. Puis surtout vous risquez d'y perdre votre estime de vous-même. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, moi, j'ai du mal à exister là depuis une semaine. Je comprends, oui. Et il me dit, je sais pas. Donc, en fait, oui, ça va être vous qui allez devoir trancher. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est très passif, là. Oui,
tout à fait. Il est très passif et c'en est un peu agressif, je trouve. Parce que d'un côté, il vous dit non, tout va bien, c'est pas qu'il est déprimé ou qu'il est bon. Donc c'est il semble avoir réfléchi, vouloir évoluer différemment, et puis en même temps, il n'agit pas. Donc on ne peut pas se permettre comme ça d'être là et une fois qu'il vous a dit ça, ce qui est dévastateur pour vous, de rester comme si de rien n'était. Tout à fait. C'est ce que dit First Lisa. Il doit prendre ses responsabilités. Vous n'êtes pas un meuble. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai l'impression d'être un meuble et d'attendre, et je suis suspendue à son bon vouloir, d'attendre s'il va me garder ou oui, me jeter, c'est insupportable, cette attente. Elle est très angoissante, elle est très pénible, et je vous dis, ça atteint c'est vous qui risquez de vous déprimer, là. Oui. Disons que je ne sais plus où je suis depuis. Alors, il y a Valérie qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec son âge, proche de la retraite, des questionnements sur sa vie future, une réorganisation de ses journées? Oui. Si, tout à fait, oui. Oui, il y pense. Mais il se demande ce qu'il va faire. Il aimerait faire autre chose. On a une entreprise et on va la céder à notre fils dans quelques années. Mais il aimerait faire autre chose, sortir un peu, parce que c'est vrai que sortir un peu de cette entreprise, parce que depuis l'âge de 19 ans, il travaille pour ça et il a bien réussi, mais... Oui, mais voyez, c'est peut-être là, et ça serait important. Alors, vous pouvez l'évoquer avec lui. Est-ce qu'il ne se fourvoie pas quand il parle de liberté, de chemins différents? Peut-être que finalement, c'est difficile d'hériter d'une entreprise et qu'il a repris, qu'il s'est senti obligé de le faire et puis qu'après ça a bien fonctionné, mais qu'aujourd'hui, il a envie de faire autre chose de sa vie. Et pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire forcément tout laisser derrière soi, c'est-à-dire votre couple. Il est peut-être à un moment, vos amis ont raison, de crise existentielle, où il s'interroge sur sa vie, sur ce qu'il veut en faire, sur le sens qu'il veut y donner, mais ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est peut-être là-dessus dire que vous avez besoin de savoir qu'il fasse la part des choses, mais que qu'il ait besoin d'y réfléchir ou pas, vous avez besoin de vous éloigner. Je crois que c'est important de marquer aussi symboliquement ça, parce que en restant côte à côte comme ça, c'est très destructeur. Avec quelqu'un qui ne sait pas où il en est et qui ne se donne pas les moyens de savoir où il en est. Tout à fait. C'est-à-dire que vous lui proposez l'aide d'un tiers, il la refuse. Enfin, il la refuse. Il la refuse pas ouvertement, mais il vous dit je ne sais pas, ce qui est une façon de rester passif. Oui. Et c'est vrai que moi je conçois pas, à l'heure actuelle, je ne conçois pas ma vie sans lui. Mais c'est normal. J'ai tout quitté, j'ai mon travail, mes amis, tout pour le rejoindre sur son entreprise et j'ai toujours été présente. Et puis ce sentiment de culpabilité, bien qu'ils me disent que j'ai toujours été une bonne mère, une bonne épouse, quelqu'un qui travaillait bien avec lui et voilà, et j'ai vraiment l'impression d'être un objet parce que, même depuis une semaine, on a eu un rapport sexuel et il m'a dit que de toute façon, ça serait purement sexuel maintenant, quoi. Donc, il n'avait oui, mais il ne peut pas, vous voyez, c'est là où là, ça suffit. Il ne faut pas qu'il vous traite de cette façon-là. C'est-à-dire que là, il se montre, là, il ne pense pas assez à vous, donc il va falloir que vous pensiez à vous. Parce que ça n'a aucun sens, ça ne rime à rien. C'est-à-dire qu'en même temps, il dit qu'il n'a plus de sentiments, qu'il veut mener son propre chemin, et puis, il reste là, il continue à avoir un rapport sexuel, mais en vous disant, c'est que du sexuel. Comme si, du jour au lendemain, vous pouviez séparer les choses en disant, oui, effectivement, c'est que du sexuel, et puis, tout l'amour que vous avez pour lui, tout ce que vous avez vécu, c'est comme s'il fallait le mettre de côté. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et vous n'avez pas accepté cela. Oui. Vous voyez, parce que là, pour le coup, vous allez vous déprimer dans cette situation-là. Donc, si vous voulez, il faut savoir si, peut-être que depuis un moment, vous n'êtes plus dans la même histoire. C'est toujours ce qui est compliqué quand il y a du désamour. C'est qu'il y en a un qui peut-être déjà entamé le deuil du couple, alors que l'autre, on est tellement tétanisé qu'on peut pas encore s'y engager, et que donc le rapport au temps est pas du tout le même. Il y en a un qui peut se projeter dans le futur, et puis l'autre qui essaie de se raccrocher au passé en essayant de comprendre là où ça n'a pas fonctionné.
tout à fait. Mais là où il est très ambivalent, c'est qu'à la fois il vous dit qu'il ne veut pas, enfin qu'il veut suivre son propre chemin, oui, mais tout en restant à vos côtés et puis en ayant des relations sexuelles avec vous. Donc il sait pas ce qu'il veut. Donc à un moment, peut-être que même si c'est difficile, déjà vous, ça va vous aider quand même de poser un acte, de moins subir. Parce que le pire, c'est l'attente et c'est subir son bon vouloir. Or, il ne semble pas savoir ce qu'il veut. Non, alors peut-être que ça peut évoluer, peut-être que c'est une crise, peut-être. Mais si vous restez à côté, ça ne peut pas progresser. Il faut que vous marquiez un acte en disant que vous ne restez pas dans cette situation et puis que non, vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles avec lui si vous savez qu'il ne vous aime plus et puis qu'il ne veut plus envisager. Enfin, vous, l'avenir, vous ne le concevez pas comme ça. Oui, parce que ça peut le faire réagir en plus. Hein. Non, je lui ai dit, mais il n'a pas réagi. Oui, vous lui avez dit, mais vous n'avez pas fait. C'est à prendre ou à laisser, bon. Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il sent, forcément vous êtes très désarmée et très malheureuse, mais ben oui, ça peut être à laisser, c'est ce qu'il faut qu'il comprenne. C'est-à-dire que il peut pas vous prendre vous, et puis en disant, en laissant tout le reste, vous pouvez le laisser aussi. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas de cette vie-là, qu'il vous impose. Oui. C'est-à-dire qu'il peut pas couper la poire en deux, dire moi je veux suivre mon propre chemin, j'ai plus de sentiments, mais quand même on reste ensemble, on dort ensemble, on fait l'amour ensemble, mais non. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et il m'a dit tu fais comme tu veux. D'accord, alors donc c'est à vous d'agir. Oui. Mais je sais pas s'il consultait un psychologue, si ça pourrait l'aider. Parce que alors, est-ce que ça pourrait vous aider, vous ? Non, je pense pas. Moi, personnellement... de voir quelqu'un peut-être pour un peu parler quand même de ce qui vous arrive. Oui, peut-être, oui. Vous voyez, pour vous. Moi, je pense que ça pourrait... Lui, vous vous préoccupez de lui. Oui. Mais est-ce qu'il se préoccupe de vous ? Je trouve que là, il ne se préoccupe plus assez de vous. Ah, mais il s'en préoccupe plus du tout. Bon, alors il faut que vous préoccupiez de vous, Véronique. J'essaye de m'arranger pour lui redonner peut-être le désir. Enfin bon, je m'habille plus sexy, j'essaye d'être naturelle, enjouée et tout, mais bon, même si le cœur n'y est pas à l'intérieur, mais il ne se passe rien, il reste de marbre. Et bon. Oui, donc toutes les tentatives que vous faites vers lui, il ne les relève pas. Non. Donc à un moment, si réellement il y a du désamour qui s'est installé, on ne peut rien faire contre ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ne pas perdre l'estime de vous-même. Donc là, vous agissez encore pour lui, vous pensez à lui, lui ne pense plus assez à vous, il ne pense plus qu'à lui, sans tenir compte de ce que vous pouvez ressentir. Donc vous, il est temps d'agir et de dire que vous n'acceptez pas cette situation. D'accord. Parce que vous allez vous perdre là. Oui, je pense, oui. Et en posant un acte, c'est aussi une façon de commencer à vous retrouver, même si ça vous paraît difficile d'envisager l'avenir sans lui. Vous verrez bien, mais il faut que vous pensiez à vous. Oui. En plus, je peux pas partir de la maison. Enfin, je peux pas. Il y a que moi qui peux partir de la maison, puisque notre maison est sur notre lieu de travail. Donc, nous sommes agriculteurs, donc voilà. Donc, il y a que moi qui puisse partir. Mais je veux pas laisser mes enfants et voilà. Donc c'est vrai que c'est assez complexe et j'ai du mal à me positionner. Et donc c'est vrai que j'ai très envie de l'aider parce que je me dis que si je l'aide, son amour va peut-être revenir et qu'il va s'apercevoir qu'il a besoin de moi. Mais eh bien, écoutez, il s'en apercevra peut-être d'autant plus si vous n'êtes plus à ses côtés. Là, vous êtes à ses côtés, à vouloir tout faire pour le séduire, mais vous êtes seul. Oui. Vous êtes seul et vous êtes seul à avoir cette démarche-là. Tout à fait. Lui, il est déjà ailleurs. En tout cas, il n'est pas respectueux parce qu'il vous a à la fois là tout en ayant l'esprit ailleurs. Donc, il faut que vous repensiez à vous là. D'accord. Vraiment, c'est important. D'accord, je vais essayer. Vous n'avez pas à prendre, à la fois il vous dit qu'il ne veut pas vous faire du mal, que vous n'êtes responsable de rien, mais il vous traite mal en ce moment. Oui. Donc c'est important de ne pas vous laisser maltraiter.
Je lui ai dit l'autre fois, à force d'être une éponge, on finit comme une serpillière qu'on essuie. C'est le risque. C'est le risque et il est important que vous ne vous déprimiez pas dans cette situation. C'est déjà suffisamment difficile pour ne pas en plus avoir ce sentiment que il vous traite en serpillière. Ça va pas, ça. D'accord. Il y a Emma qui dit que elle a malheureusement vers la quarantaine perdu ses parents. Ça l'a changé et à tel point que toutes ses relations ont changé. Elle dit que parfois des deuils, des ruptures aussi, même si c'est sismique, ça aide à se retrouver et à avancer parfois dans la vie en se recentrant sur soi. Et c'est ce qu'il est important que vous fassiez là. D'accord. Bon courage à vous parce que c'est pas facile. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Véronique. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que par mail sur le site europe1.fr. First Lisa envoie un petit message pour Véronique qui dit bon, cet homme dit qu'il ne l'aime plus mais pour autant il n'a pas à se comporter comme un goujat et elle doit vraiment se faire respecter parce qu'elle mérite mieux et c'est ça, je crois qu'à un moment le signal d'alarme, ce qui fait que l'on doit réagir, c'est quand on sent qu'on commence à se manquer de respect à soi-même, hein. C'est-à-dire, Véronique a utilisé le terme de serpillière, qui est un terme fort, c'est-à-dire quand on commence à perdre de l'estime pour soi, il est urgent de réagir. On va accueillir maintenant Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs d'Europe 1. Alors Fabien, vous m'appelez parce que vous voulez avoir des informations, c'est ça ? Oui, je voulais avoir des témoignages effectivement des auditeurs et puis avoir votre propre avis et conseils sur un diagnostic que j'ai appris assez récemment concernant une maladie psychiatrique dont on parle un peu plus ces temps-ci. C'est-à-dire la psychose maniaco-dépressive, aussi appelée trouble bipolaire maintenant. Oui, maintenant, oui, on parle de trouble bipolaire, oui. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai des états d'humeur en fait qui fluctuent, donc c'est vrai que c'est très personnel et moi je dirais que j'ai plutôt des phases donc à la fois dépressives et des phases d'excitation. J'ai à peu près 2 phases par année. Et en fait, c'est un diagnostic qui a été posé assez récemment et là c'est vrai que autant l'année dernière, j'ai été un peu dans le déni de ce diagnostic, enfin de cette pathologie, parce qu'on m'en avait déjà parlé. C'est vrai que c'est une pathologie que je connaissais déjà, puisque j'ai une formation paramédicale. Oui. Et là, c'est vrai que j'ai enfin ouvert les yeux sur cette pathologie et je suis totalement enclin à reconnaître que je suis effectivement bipolaire. Voilà. Ben c'est important déjà, hein. C'est le fait que vous ne soyez pas dans le déni de vos difficultés, ça veut dire que vous allez avoir vraiment accepté la prise en charge la plus appropriée. Donc, parce que c'est souvent le gros problème dans cette pathologie, c'est que il peut se passer plusieurs années avant que les personnes acceptent la réalité de leur trouble. Oui, bien sûr, effectivement. Avec tous les risques que ça comporte, et notamment lors des accès euphoriques d'exaltation, avec des risques notamment financiers quand même, hein, parce que des dépenses beaucoup trop excessives. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai eu effectivement, en fait là je sors d'une phase justement d'excitation, une phase de maniaque. Maniaque, oui. Et avec des achats compulsifs, avec des idées délirantes, avec des nuits très courtes en termes de sommeil parce que je me sentais pas fatigué, avec d'être tout le temps dans le charme auprès de la gente féminine, avoir des jeux de mots tout le temps. Oui, c'est ça. Pour moi, tout est accéléré, hein, c'est ça, les processus de pensée, Exactement. Et puis, parce que je vous appelle aussi donc pour avoir des témoignages de la part de vos auditeurs. Et puis des témoignages. Quel genre de témoignages souhaitez-vous, Fabien ?
Ben, je voudrais avoir, je sais pas s'il y a des personnes qui sont un peu c'est un peu dans mon cas, c'est-à-dire Oui. qui sont bipolaires et qui suivent un traitement médicamenteux et Oui. psychologique ou psychiatrique, Oui. pour avoir un petit peu leur avis et Oui. puis savoir comment se passe la prise en charge et chez des gens qui acceptent cette pathologie et qui ont accepté les soins. Alors 39-21, si vous souhaitez témoigner que vous-même vous avez été diagnostiqué bipolaire et que vous souhaitez en parler avec Fabien, vous pouvez bien sûr nous appeler. Mais déjà vous avez une très bonne connaissance de cette Oui. maladie. Alors en fait, je l'ai un peu étudié. J'ai une formation paramédicale. Oui. C'est vrai Qu'est-ce que vous faites? Je suis orthophoniste. D'accord. Et je travaille dans un centre de rééducation donc pour personnes adultes. Et je travaille, c'est vrai que je suis entouré de professionnels de santé, donc à savoir des neuropsychologues, des médecins et des psychiatres. Et des psychiatres, moi d'ailleurs je suis allé consulter donc dans une phase maniaque en fait. Encore une fois, c'est mon amie mon ancienne copine qui m'a beaucoup aidé et Oui. qui m'a accompagné pour faire cette démarche et j'ai tout à fait accepté parce que je ne me reconnaissais plus. Oui, quand même, j'allais vous demander justement comment, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté d'aller consulter? C'était la première fois que vous consultiez un psychiatre? Oui. Alors alors en fait, il y a eu 2 épisodes. Il y a eu un premier épisode, une première phase maniaque qui a eu lieu en décembre dernier, pas ce dernier décembre, mais donc en décembre 2011. Oui, décembre 2011 et avec vraiment là une phase d'excitation très importante qui a duré à peu près 3 mois. Et ce qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, c'est je savais que je ne me reconnaissais plus dans mes agissements, dans mes comportements, Oui. à savoir, comme vous disiez tout à l'heure, une accélération de tout, de l'état de pensée, de la rapidité de parole, de la conduite automobile, du charme que je. Oui, vous décrivez bien les jeux de mots. Exactement, Voilà, c'est ça. On est assez brillant dans ces cas-là, mais bon. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui est très pervers et très pernicieux dans cette phase, c'est que on a un état de bien-être entre guillemets, alors que c'est superficiel, c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est une vie en relief, c'est une vie superficielle qui me correspond pas du tout, et je ne me reconnaissais pas dans cette vie-là. Je suis pas du tout comme ça quand je suis entre guillemets normal, dans un état d'humeur normale. Exactement. Oui. Et ce qui m'a vraiment, là où vraiment j'ai eu le cri d'alarme, c'est que j'ai voulu, et alors ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. En fait, j'ai voulu lever la main sur mon meilleur ami en fait. Oui. Et j'ai voulu parce qu'il était 9h du matin, on commençait le travail et moi j'étais déjà levé depuis très longtemps et donc dans un état d'excitation. Et oui, important. c'est ça. Oui, vous avez raison de dire. Lui venait d'arriver et voilà, lui venait d'arriver et je commence à lui faire, je sais pas, une blague ou à lui raconter quelque chose, une anecdote ou quelque chose encore à 300 à l'heure au niveau de tous les niveaux, donc au niveau du débit de parole et puis avec beaucoup de dérives en fait dans mes pensées parce que c'est vrai que j'avais des idées qui passaient du coq à l'âne. Et là, à ce moment-là, en fait, comme lui, sa réaction, en fait, il en a eu marre, parce que c'est vrai que c'est un ami très proche qui m'aide beaucoup et qui m'est très précieux. Et j'ai vu qu'il en avait marre de me voir comme ça depuis 3 mois. Et là, je sais pas, j'ai eu un excès de colère ou d'irritabilité. Voilà, en fait, il y a une notion d'irritabilité là-dedans. Oui. Et là, je me suis dit, non, là, je suis allé vraiment trop loin. Donc je suis allé voir d'abord une neuropsychologue, une collègue neuropsychologue qui m'a beaucoup aidé en fait et à qui je fais énormément confiance et qui m'a dit effectivement d'aller consulter. Et puis avec mon amie, donc mon ancienne copine, en fait, je suis allé voir un psychiatre à qui j'ai raconté un peu tous ces symptômes. Voilà, et qui m'a d'abord donné un traitement médicamenteux à court terme pour me stabiliser, pour me faire redescendre un peu de cet état délirant, de cette bouffée maniaque. Vous avez bien réagi à ce traitement ? Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment adapté parce que c'était avec des faibles doses, mais ça me permettait vraiment de me reposer. Oui, vous vous êtes retrouvés. Voilà, exactement. Et puis ce qui me chagrine un petit peu, c'est que quand je regarde un peu sur les 4 dernières années de ma vie, c'est vrai que je m'aperçois que toutes mes relations socio-professionnelles sont régies par ces phases, que ce soit des phases d'excitation ou des phases dépressives.
Au niveau social, ça a des conséquences importantes, comme je viens de vous le dire, avec une usure de la part de mes proches, Eh oui. puisqu'ils en ont marre de me voir soit en phase euphorique, en phase d'excitation, où là je ne les écoute pas, je ne suis pas moi, hein, je suis vraiment, j'ai les yeux qui brillent, enfin j'ai des étoiles dans les yeux, je roule vite, je ne suis pas moi, et des phases des états dépressifs où j'ai envie de rien, j'ai le moral dans les baskets et j'ai envie d'arrêter le boulot. C'est qui s'est d'ailleurs produit avec une démission de ma part parce que j'allais me mettre très très mal et je voulais quitter le travail. Enfin, je pensais que c'était le travail qui était responsable de cet état de mal-être. Voilà. Donc il y a vraiment un impact sur... mais il y a un impact très grand dans la vie quand ces différents accès dépressifs ou maniaques ne sont pas traités. Mais en revanche, quand ils sont bien pris en charge à la fois par un traitement médicamenteux bien adapté, et vous avez de la chance, c'est-à-dire que même avec des doses, on commence toujours avec de faibles doses, quitte à les augmenter par la suite évidemment, vous avez bien réagi. C'est vrai qu'on l'associe souvent à une psychothérapie, parce que si vous voulez, après, même s'il y a des symptômes qui se recoupent, chaque histoire est singulière, donc c'est important aussi de pouvoir être bien suivi, et ça permet aussi de faire de la prévention, c'est-à-dire de repérer peut-être des moments où, malgré le traitement, vous sentez que vous êtes plus fébrile que d'habitude, ou au contraire peut-être plus abattu. Enfin, vous voyez, ça permet de rester vigilant. Et je vous assure, Fabien, que quand on est comme ça, quand on a ce suivi-là, en revanche, on peut avoir une vie parfaitement adaptée, c'est-à-dire on peut avoir une relation amoureuse, une vie professionnelle, une vie sociale, une vie amicale. Le problème, c'est souvent dans les premiers temps de la maladie où les personnes ne reconnaissent pas, n'admettent pas leurs difficultés. D'accord. Mais c'est vrai que je suis pas du tout... Ici, il y a eu quand même un petit temps de déni dans les phases d'excitation où Oui. volontairement, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez pervers parce qu'on se joue de cet état et on a envie que ça dure le plus longtemps possible parce qu'on se sent véritablement invincible. Et alors ce n'est pas du tout le cas. C'est j'ai connu beaucoup de personnes durant ces phases-là et c'est vrai que ce sont des relations. Les relations sont superficielles, les relations, pas les personnes que l'on rencontre. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, c'est pas ce que je recherchais de toute façon, mais voilà, je sentais que j'étais un peu le bout en train de la part des gens qui ne me connaissaient pas. J'étais tous les soirs j'étais de sortie, ou alors voilà. J'étais un peu le bout en train, et le roi de la nuit, entre guillemets. Bien sûr, oui, parce que vous aviez à ce moment-là une énergie considérable. Exactement. Alors, il y a un message qui arrive là par SMS de quelqu'un qui dit: je me retrouve dans votre témoignage, bipolaire depuis plus de 10 ans. Je vous assure, l'humeur se stabilise avec le temps et ça permet aussi de détecter les symptômes est primordial. Donc ça, c'est souvent dans le cadre d'une thérapie où vous avez une thérapie de soutien qui vous permet bien sûr de parler de vous, d'éviter aussi ce qui peut être pour vous facteur de stress, et puis de pouvoir repérer comme ça des symptômes qui se profilent pour éviter des rechutes, les prévenir en tout cas. Oui. Mais c'est vrai. Oui, pardon. Non, c'est vrai que je me reconnais dans vos propos, dans ce que vous dites et dans la part du mail de l'auditeur. C'est vrai que je suis d'ailleurs allé consulter quand j'étais en phase dépressive. En fait, il y avait les prémices de cette phase de dépression qui arrivait. Et je suis d'ailleurs allé consulter un psychiatre pour lui donner un petit peu ses symptômes. Et c'est vrai que, là, je pensais pas encore que c'était des symptômes d'une phase de bipolarité, en fait, d'un trouble bipolaire. Je pensais plutôt que c'était une phase dépressive liée à quelque chose, liée à un événement personnel. Oui, bien sûr, ça aurait pu... Voilà. C'est difficile de faire la part des choses. Tant qu'il n'y a pas eu comme ça ces phases vraiment maniaques, ça peut être une dépression plus classique. Et votre entourage, depuis, vous en avez parlé, parce que vous disiez que évidemment l'entourage, c'est épuisant pour l'entourage, ne comprend pas bien ce qui se passe, a du mal à vous suivre. Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage familial notamment? Alors il y a deux, oui. Alors c'est vrai que ma mère m'a beaucoup aidé. En fait, mes parents sont divorcés. Oui. Et ma mère, donc avec qui je suis très très proche, on en a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, son compagnon est médecin.
Oui. Et donc c'est vrai il avait un œil aguerri sur cette pathologie, Oui, oui. il connaissait des personnes de son entourage ou même de sa patientèle qui avaient ce trouble. Bon, alors je trouve qu'on a peut-être tendance un peu maintenant à diagnostiquer ou à poser le diagnostic sur une personne bipolaire. Enfin, Oui, parfois un peu vite, oui. Voilà. Oui, il y a des Voilà. symptômes un peu à la mode, Exactement. en fonction Exactement, de. et Oui, je c'est vrai. trouve Donc que il faut être prudent là-dessus. C'est pour ça que je vous demandais qui vous aviez consulté. Et donc dans mon entourage, pour revenir à votre question, pour l'entourage familial, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec ma mère et son compagnon, et ils m'ont beaucoup aidé. Et au niveau de la prise en charge, au niveau de mes questions, au niveau, c'est pareil, ma mère elle me connaît bien et de ce fait elle voit. Oui, c'est ça. Elle aussi, elle peut vous alerter. Enfin, Voilà. non. Et puis vous, on vous sent. Enfin, vous me dites. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, vous parlez avec une clarté, une acuité vraiment de vos symptômes, de ce que vous en faites une description clinique extrêmement riche. Hein. Bon. Je me suis beaucoup documenté aussi sur cette pathologie. C'est vrai que ça m'intéresse. Enfin, je cherche à comprendre un petit peu au niveau. Oui, on sent, mais on sent qu'il n'y a pas que des connaissances théoriques, même dans ces accès maniaques, où vous dites bien que oui, c'est ça, c'est quand même une fausse comme ça énergie, l'impression qu'un état où vous dites tout va bien et vous vous êtes repris, ou en fait non, tout ne va pas si bien, évidemment. Hein. C'est la première phrase que j'ai dit à mon psychiatre quand je suis allé le voir. En fait, tout va trop bien. Enfin. Eh oui, bien sûr, oui. On ne peut pas être dans l'euphorie perpétuelle comme ça. Exactement. Il y a Charlotte, vous voyez, les auditeurs réagissent plutôt par SMS, qui dit « Cela prend du temps, bien sûr, il faut bien se connaître, mais avec le temps, mes grosses crises ont diminué, on apprend à les maîtriser. C'est surtout au début de la maladie que c'est difficile, dit Charlotte. » Et je trouve que justement, vous avez réagi là, vous avez consulté, je trouve que vous stabilisez rapidement. Bon, donc, après, on voit des personnes qui consultent parfois en état de crise poussé par l'entourage et autres, et qui après laissent tout tomber à nouveau. On voit bien que vous êtes suffisamment conscient et en même temps lucide par rapport à tout ce que ça a entraîné comme difficulté, y compris dans votre vie sociale et professionnelle, pour avoir envie d'une plus grande stabilité dans votre vie. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on sait maintenant parfaitement bien le prendre en charge. Et d'ailleurs, au départ, on parlait, c'est vrai, de psychose maniaco-dépressive. Et aujourd'hui, ça évolue, on parle de troubles bipolaires. C'est plus adapté parce que on n'est pas, ça a rien à voir quand même avec les maladies psychotiques. Même s'il peut y avoir, comme vous dites, dans les périodes notamment maniaques ou dans les cas de vraiment de dépression proche de la mélancolie, des idées un peu délirantes, mais ça n'a rien à voir quand même avec des autres formes de psychose telles que les schizophrénies, la paranoïa et autres. Donc c'est heureusement quand même plus léger. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, et surtout pour les personnes qui ne sont pas traitées. Mais quand on est bien traité, je vous assure qu'on peut vraiment mener une vie tout à fait normale. Hein. D'accord. Je vous remercie en tout cas de votre réconfort, parce que c'est vrai que c'était... C'est sincère. Il y a d'ailleurs, vous qui souhaitiez peut-être échanger, il y a un forum qui s'appelle le forum des bipotes. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ils en ont fait un jeu de mots. C'est pas parce qu'ils étaient en phase maniaque le jour où ils ont créé le forum, mais non, ils continuent ce forum. Hein. Donc ça s'appelle bipotes, bipotes.leforum.eu. D'accord. J'irai faire un tour, d'accord. Et d'ailleurs, je voulais également vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous, enfin, par l'intermédiaire de votre émission, que j'ai pu être, entre guillemets, pas diagnostiqué, mais avoir un avis plus aguerri sur ces troubles. Puisque c'est lors d'une émission où vous aviez fait venir Monsieur Gérard, un psychiatre. Le docteur Alain Gérard, on parlait de la dépression. Exactement. Et il avait parlé d'un centre expert, en fait, puisqu'il y avait un témoignage d'une personne qui avait des accès d'humeur aussi, des humeurs fluctuantes. Et il avait parlé d'un groupe de centre expert, en fait. Et j'ai contacté le centre expert de ma région, qui était situé à Grenoble. Et j'ai un rendez-vous prochainement, là, donc fin avril, auprès de praticiens, donc médecins et neuropsychologues, auprès d'experts avisés, en fait. D'accord, vous aviez contacté suite à... Parce qu'effectivement, j'avais posé une question sur la bipolarité, qui est encore à part des troubles de la dépression. Et ce groupe... c'est à Créteil, non? Il y en a, le centre était à Créteil, mais il y en a aussi en province, c'est ça? Vous aviez contacté Créteil au départ? Non, il existe. Je suis allé sur le site, en fait. Je pourrais plus vous dire le nom du site parce que j'y suis allé il y a quelques temps. Mais en tout cas, ce sont des centres experts, donc il en existe une dizaine en France qui interviennent auprès des patients qui présentent des troubles bipolaires.
qui a un rôle de diagnostic. Oui. Et qui a un rôle après d'assurer un diagnostic sur les troubles bipolaires, et puis ensuite qui assure un rôle sur la prise en charge et médicamenteuse et bien évidemment psychologique, avec la démarche d'entreprendre des thérapies adaptées en bien fonction sûr. de la personne. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Écoutez, je suis ravie que ce soit cette émission qui vous ait permis de consulter ce centre et d'être aidé. Oui, bien sûr. Alors il y a Charlotte qui avait envoyé ce premier texto en disant que maintenant, avec le temps, ces accès ont vraiment considérablement diminué. Oui. Charlotte dit: ça fait plusieurs années que je n'ai pas été hospitalisée en maison de santé, en disant: ce jeune homme peut me téléphoner, mon téléphone est à l'accueil. Non, Charlotte, il faut que vous nous appeliez au 3921, vous nous renvoyez votre SMS. Voilà, par SMS, et on pourra transmettre. Il y a Margaret qui pose une question aussi par SMS en disant: quel est l'élément déclencheur qui peut provoquer la bipolarité? Alors là, on ne peut pas répondre comme ça, ça dépend de chacun. Oui, j'ai peut-être... alors pareil, je me suis beaucoup interrogé en fait justement sur c'est une très bonne question. Je me suis un petit peu interrogé par rapport à tout ça et essayé de refaire un petit peu entre guillemets le fil de ma vie, pour reprendre une chanson de Michel Jonas. Oui. Je pense qu'on a peut-être une prédisposition génétique à cela, en fait, un terrain qui pourrait, susceptible en fait de développer ou pas ce trouble bipolaire. Et puis après, il y a peut-être un événement déclencheur qui accentue ce terrain. Enfin, moi, c'est ma supposition, et c'est vrai que je suis allé sur des sites qui parlent de ce trouble, et c'est vrai que c'est un petit peu... Oui, il y a un mélange de plusieurs facteurs, de facteurs neurobiologiques, génétiques, et puis après, il y a effectivement quelque chose dans l'environnement qui peut aussi déclencher, c'est pour ça qu'après, il est important d'apprendre à repérer quels peuvent être les facteurs de stress et autres. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. On a Nathalie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Oui. Alors moi aussi je suis bipolaire. Ça s'est déclaré. Alors je sais pas si c'est vraiment complètement déclaré à la naissance de mes enfants, mais 2 ans après, mon ex-mari m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Enfin, qu'il voulait divorcer, qu'il me quittait pour une autre femme. Et là, alors que j'avais commencé à remonter la pente après la naissance des enfants, j'ai sombré dans une profonde mélancolie. Oui. Et j'ai été soignée que 4 ans après correctement, quoi. Moi, j'ai pas voulu, j'étais dans le déni de la maladie, je voulais pas reconnaître alors que quand vous étiez en plein accès mélancolique, à ce moment-là, vous étiez suivie par votre médecin traitant? J'étais suivie par un psychiatre. D'accord. Oui. Ouais, qui m'avait diagnostiqué bipolaire. Mais je voulais pas le reconnaître. Moi, je me disais non, avec de la volonté, je vais m'en sortir. Et il m'avait donné des médicaments, mais qui correspondent pas du tout à ce que je prends actuellement, quoi. Depuis que je prends, ça va faire, je suis soignée correctement depuis 4 ans presque, non à peine. D'accord. Et comment vous vous sentez là aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui, Nathalie? Je me sens mieux parce que c'est vrai, j'étais carrément insomniaque, quoi, mais en continu, quoi. Donc c'est plus vous ne présentez que des phases entre guillemets mélancoliques? Non, puisqu'il y avait des phases d'insomnie. Dans les phases euphoriques, quand je commençais à prendre conscience de la maladie, alors qu'on m'avait pas encore bien soignée, je prenais mon baluchon et j'allais aux urgences parce que j'arrivais pas à dormir, j'étais complètement excitée, enfin ça n'allait pas, quoi. Et donc j'allais aux urgences et puis le lendemain on m'hospitalisait en psychiatrie ou pas, où je rentrais chez moi, mais c'était affreux, quoi. Et jusqu'au jour où là j'ai déménagé, puis là j'ai trouvé une psychiatre qui m'a trouvé un traitement vraiment adapté, quoi. Et parallèlement à votre traitement, vous suivez une psychothérapie également? J'avais entamé, mais j'ai tenté plusieurs choses. J'ai tenté une analyse plutôt freudienne, lacanienne, un peu des deux. Et ça me coûtait trop cher, je pouvais pas. Non, mais une psychothérapie, ça peut être une psychothérapie de soutien aussi. Après, au CMP, là où je suis suivie, j'ai demandé à voir un psychologue, mais je voyais pas l'intérêt, quoi.
enfin bon. C'est quand même important d'associer, pour éviter les rechutes, c'est quand même important de ne pas s'en tenir qu'au traitement médical. Parce que justement, le fait d'avoir un suivi, ça permet de repérer, comme le disait Charlotte, les moments où on se sent un peu plus vacillant. Ouais. Mais je me sens mieux moi-même, avec l'expérience. C'est vrai, l'expérience aide aussi. Oui. J'ai mon entourage qui le voit bien. J'ai un frère un petit frère qui s'occupe qui me rend visite régulièrement quand il est en pause. Et lui il exagère un peu quand je suis un peu... Il s'angoisse, il a tendance à s'angoisser. Voilà, peut-être qu'il s'angoisse un peu trop, quoi. Mais tout va pas bien dans ma vie, mais c'est vrai qu'au niveau sommeil, j'ai retrouvé le sommeil et je me sens mieux, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où on est plus mélancolique, quoi. D'accord. Ouais, quand même. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la peine d'appeler, Nathalie. Merci, bon courage à vous. Merci, bon courage à Fabien aussi. Mais faut pas moi, je pense qu'il faut pas s'inquiéter et il faut surtout pas persévérer dans la maladie parce que c'est très mauvais. Enfin, j'ai un psychiatre, moi, qui m'avait dit que le fait de décompenser, parce que quand on est en phase maniaque... Oui, on parle de décompensation, quelle que soit, de toute façon, dans les formes de maladies psychiques. C'est très mauvais pour les neurones, pour le cerveau, quoi, pour tout ce qui est cognitif. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Oui, voilà. D'où l'intérêt d'être bien pris en charge et de stabiliser et d'éviter ces brusques changements d'humeur. Il est suivi comment, Fabien? Il prend quoi comme médicament? Non, on n'a pas le droit de faire de publicité. Il y a certainement des régulateurs de l'humeur, forcément, des thymorégulateurs, mais on ne donne pas de nom de médicaments à l'antenne, quelle que soit d'ailleurs la maladie. Vous comprenez, on n'a pas le droit de faire des publicités. Merci beaucoup, Nathalie, en tout cas, pour votre appel. Au revoir. Je peux encore vous poser une question, Caroline? Oui, bien sûr. J'avais une question, j'ai 2 questions encore à vous poser, je suis désolé. Par rapport, justement, on parlait de psychothérapie et de thérapie. Oui. Je voulais vous demander, là, j'ai essayé de contacter donc une thérapeute qui fait, je m'étais renseigné, mais je connais pas bien la thérapie cognitivo-comportementale. Je voulais savoir si ça pouvait être adapté. Oui, tout à fait. Et si, pareil, s'il y a des personnes qui ont suivi ce type de thérapie et quels sont les effets apportés par rapport à cette prise en charge? Oui, bien sûr, parce que c'est tout à fait adapté dans la mesure où il y a quelque chose de très pratique et où on se tient à vos symptômes. Enfin, si vous voulez, c'est très différent de l'analyse où on met à plat toute votre vie. Alors après, ça dépend ce que chacun recherche. Un travail plus de fond où on repart du passé, de vraiment toute son histoire de vie qu'on déroule, où les thérapies, si vous voulez, sont plus axées cognitivo-comportementales sur le côté immédiat, sur les symptômes. On va pas chercher forcément les causes, l'origine. Vous voyez, on essaye simplement d'avoir une amélioration de la qualité de vie. D'accord. De la qualité de vie, de pouvoir justement anticiper les rechutes, repérer les situations qui peuvent être perturbantes, anxiogènes. Donc c'est vraiment, il y a tout un conditionnement, il y a tout un apprentissage. On travaille beaucoup sur les processus de pensée aussi, donc tout ce qui est à l'œuvre dans cette maladie-là. Donc oui, c'est tout à fait adapté. C'est tout à fait adapté, bien sûr. D'accord. Bien sûr. On va accueillir également Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. 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 Bonsoir Fabien. J'avais déjà appelé il y a 1 an et demi, je ne sais pas si Caroline se rappelle, il y avait une dame qui avait son fils de 40 ans qui était devenu fou, entre guillemets, qui avait pété les plombs, il a fait une crise maniaque. Et donc moi j'ai 53 ans, je suis malade depuis l'âge de 19 ans. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous écoute attentivement, Eric. 19 ans, c'est l'âge critique où tout le monde craque. La plupart des bipolaires, ça leur arrive à cet âge-là. Ça dépend, ça peut être plus tard aussi. Oui, mais l'expérience montre quand même que c'est le passage à l'âge adulte. À l'âge adulte, oui. Il pose problème, et puis c'est quand même très génétique, c'est pas une maladie qui tombe du ciel comme ça.
Il y a des facteurs, mais vous savez, c'est comme toute maladie, on peut pas réduire tout à l'aspect génétique. Hein. C'est l'accumulation de plusieurs facteurs. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans les familles, il y a des antécédents, hein, généralement. Ouais. Oui. Ouais. Donc moi, moi je suis hypomaniaque, je suis pas maniaque, je sais pas où il est classé, Fabien. Donc moi je dirais qu'en tant qu'hypomaniaque, je vais pas me plaindre. Hypomaniaque, ça veut dire qu'on est juste on est entre être normal et entre être maniaque, c'est-à-dire un peu fou, si on veut. Non. Là, je vous arrête parce que ça n'a rien à voir avec la folie. On peut pas qualifier cette maladie au sens de folie. De toute façon, la folie en soi, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, il y a des psychoses, mais justement, c'est pas un hasard si on l'a dénommé, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de psychose maniaco-dépressive et de bipolarité, parce que c'est beaucoup plus adapté à la réalité clinique de cette maladie. Absolument, mais bon, on est quand même un peu spécial quand on est en phase maniaque. Oui, forcément, parce que dans ces cas-là, il y a un sentiment de toute puissance, et l'impression que tout est possible, et d'accord, mais bien sûr, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas la folie. Maniaque, quand même, faut pas cracher dessus, faut en profiter dans la mesure du possible avec l'expérience. On arrive à la gérer, et c'est quand même des moments, moi personnellement, qui m'ont permis de me marier, de construire une maison, de rentrer dans un job. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des grands artistes, des grands hommes politiques, les Churchill, les Napoléon, qui avaient cette maladie. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, hein. je suis pas tout à fait d'accord. Non. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est une interprétation après coup, là. Hein. Oui, voilà. Vous allez sur des sites. Oui, mais enfin, vous savez, sur les sites, on dit tout et n'importe quoi. Non, pas sur des sites, sur des comment dirais-je, des associations de bipolaires. Bon, bref, ça c'est ce qui se dit. Oui, c'est ce qui se dit, mais enfin, tout ce qui se dit sur les sites reste à vérifier. Hein. Non, je parle pas d'un site. Je fais partie d'une association qui s'appelle Argos 2001. Oui, je connais, mais bon, ouais. Et vous rentrez chez eux, et il y a tous les bipolaires. Là. Oui, enfin bon, on va pas faire un inventaire. Il faut voir le côté positif. Il peut y en avoir, oui, tout à fait, il peut y en avoir. Je trouve que c'est... Comment ? C'est assez mal. Pardon, je vous coupe, je m'excuse. C'est ce que je disais tout à l'heure à Caroline et à l'ensemble des auditeurs. Je trouve que c'est assez malsain en fait de profiter de cette parce que moi je me reconnais pas dans cet état hypomaniaque. Je dis pas d'en profiter, mais si, c'est ce que vous avez dit auparavant, juste pour avant. soi de vivre, parce que quand on est 3 mois dans une dépression à dormir 18 heures par jour, comme évidemment, ça cette énergie, cette hyper énergie semble beaucoup plus agréable. Avec l'expérience, bon, je ne sais pas combien vous avez fait de crise, c'est vrai que c'est fatigant, mais avec l'expérience, vous vous rendez compte que vous faites quand même des choses. Il ne faut pas faire des bêtises. C'est sûr que plutôt rester au fond de son lit, ça paraît effectivement très exaltant de pouvoir dire on fait des choses. Mais à côté de ça, ça peut mener assez loin parce qu'il y a des dépenses compulsives, il y a des comportements un peu abracadabrants, pour ne pas dire plus. Oui, donc ça peut mener, il y a des gens qui se retrouvent devant les tribunaux aussi pour ça. Absolument. Donc vous voyez, c'est à double tranchant. Mais bien sûr que sortant d'un épisode mélancolique sévère, on a l'impression d'être mieux et de mettre à profit cette hyper activité. Mais bon. Bon, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'il faut vraiment avoir un psychiatre. Il faut avoir un psychiatre en Betty. Moi, j'ai le même depuis 22 ans. Il vaut ce qu'il vaut. Il y a des gens qui vont dire il vous donne pas le bon médicament et tout, mais il faut avoir quelqu'un à qui on peut parler. Dès que ça va mal, lui téléphoner. Oui. Il va vous remettre un peu les idées au clair. Si vous avez quelqu'un, moi j'ai la chance d'être marié, quand je suis hypomaniaque, que je me dis je vais acheter ci, je vais acheter ça, j'en parle à ma femme, elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et bon, moi j'écoute. Je me dis mais oui, effectivement, qu'est-ce que tu fabriques là ? Eh bien, merci beaucoup, Eric, pour ces informations. Il y a quand même l'hôpital à Créteil, je ne sais pas si... oui, c'est ça, je parlais de cet hôpital. Marion Le Boyer. Fondamental, on ne donne pas de nom. Fondamental, c'est l'association dont vous aviez entendu parler, Fabien, par le docteur Alain Gérard. Et je peux vous poser juste une dernière question. Voilà, j'avais posé la première tout à l'heure, je suis désolé de monopoliser l'antenne pour les autres auditeurs. Voilà, au niveau... Il avait soulevé un petit peu ma question qui est la suivante, à savoir au niveau des relations, donc j'ai parlé des relations sociales tout à l'heure, des relations professionnelles, sociales, familiales, oui. Familiales et bien évidemment au niveau des sentiments, enfin au niveau des relations amoureuses,
c'est vrai que là aussi, je suis assez attristé de voir à quel point mes phases régulent mes sentiments et surtout mes relations amoureuses. À savoir, j'ai connu quatre amours assez forts et intenses. Mais pour me retrouver à l'heure d'aujourd'hui célibataire et à me mordre les doigts d'avoir gâché entre guillemets ces 4 relations. Oui, mais vous ne pouvez pas vous en vouloir. Non. Je comprends que ça vous rende triste, mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant. Oui. Maintenant, à partir du moment où vous faites preuve beaucoup d'intelligence, à la fois de beaucoup de sensibilité, de lucidité, donc vous allez aborder vos relations différemment, parce qu'à ce moment-là, vous étiez agi. Bien sûr, oui. Et donc, que ça vous rende triste, oui, je le comprends, mais il faut regarder maintenant ce qui va se passer pour vous. Vous voyez, parce que peut-être que de toute façon, il y avait ces problèmes-là, cette fragilité qui faisait que ça a perturbé vos relations, mais peut-être que tout n'était pas dû à cela non plus. Peut-être que à ce moment-là, c'était pas les personnes pour vous qui vous correspondaient, voyez. Oui, j'en suis convaincu maintenant. D'accord, très bien. Alors, il y a des confusions, vous voyez, parce qu'il y a Violaine qui dit, est-ce que ça fait penser à la mégalomanie quand vous parlez des états maniaques? C'est un symptôme. Oui, c'est un symptôme, c'est pas... ça n'a... de soi. Voilà. Effectivement, j'ai eu aussi avec des grandes idées, des grands discours, je me sentais, j'étais le plus intelligent, le plus beau, mais il y a des gens mégalomanes sans être bipolaires, pour autant. Il faut aussi le préciser. Voilà, là c'est un symptôme qui fait partie d'un tableau clinique de l'état maniaque. Et il y a des gens qui ont une personnalité qui sont assez mégalomanes, sans pour autant être bipolaires. Vous voyez, il y a Margaret qui dit « Oh, mais l'euphorie, je croyais que c'était bien parce que ça permet de vivre sur un petit nuage, alors que ça peut cacher une maladie. Du coup, ce soir, vous me faites peur. » Mais c'est pareil, on peut pas isoler un symptôme. C'est-à-dire que quand c'est une euphorie qui dure et qu'on se sent l'impression invincible, que rien ne peut arrêter. Alors, on a ça par exemple dans l'état amoureux. Quand on est amoureux, on a l'impression que on peut soulever des montagnes, tout nous paraît plus léger, que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'énergie, y compris dans son travail, partout. On a l'impression que rien ne peut nous atteindre. Mais c'est quelque chose qui est transitoire, qui est momentané. Là, c'est quelque chose où il y a souvent une telle énergie, mais justement anormale, que vous le disiez bien, Fabien, on n'arrive plus à dormir. Et en même temps, on ne ressent pas d'état de fatigue. Souvent, on prend même plus la peine de s'alimenter parce qu'on n'a pas le temps. On est trop occupé à faire autre chose. Ou en tout cas, on néglige complètement ça. Et puis, on pourrait aller pousser les portes de l'Élysée, demander à aller voir le président de la République, parce que rien nous paraît impossible dans ces cas-là. Oui. Caricature un peu, mais il y a quelque chose. Non, oui. Je voir. Vous êtes allé voir Non, c'est pas vrai. Ah bon, je me disais que vous êtes dit. Normal. En tout cas, il y a Brigitte qui vous souhaite de trouver vraiment la meilleure prise en charge pour vous, parce que vous avez vraiment beaucoup d'atouts, et elle a raison, vraiment. C'est ça, vous ne vous résumez pas non plus à cela, et d'autant moins que vous allez prendre en charge cette maladie. Donc votre personnalité, aussi ce que vous êtes, parce que on voit bien, en entendant parler des personnes de leur maladie, il y a aussi la personnalité de chacun qui s'exprime. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais vous résumer seulement à vos symptômes. Oui. Je ne suis pas la maladie. Il y a Sergio qui dit « Oh là là, j'en connais des mégalos, pas malades, mais très agaçants et exaspérants. » Oui. Bon, merci beaucoup, en tout cas, d'en avoir parlé avec nous. Et puis, bonne continuation, bonne route à vous, Fabien. Merci pour vos précieux conseils et merci pour les auditeurs, les témoignages des auditeurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Un message par mail d'Anne pour Fabien qui nous parlait avec beaucoup d'intelligence et de sa sensibilité, de sa bipolarité. Anne dit « Je suis bipolaire depuis 15 ans. Ma plus grosse difficulté a été de trouver un psychiatre compétent qui m'a trouvé un traitement adapté, car même si l'on retrouve certaines généralités dans cette pathologie, chaque bipolaire est différent et a sa propre personnalité, et c'est la clé. Et vous avez entièrement raison. C'est ça, ne jamais se résumer à ses symptômes
symptômes et à sa pathologie, quelle qu'elle soit. Et puis un mail d'Alexandre qui est intéressant, qui revenait sur le témoignage de Véronique, qui était très triste parce que son mari lui avait dit qu'il ne l'aimait plus, mais qu'en même temps, il restait à côté d'elle, il continuait à avoir des relations sexuelles. Et Alexandre a un point de vue, lui, très particulier, qui dit: le mari de votre auditrice l'aime encore. C'est la passion qui lui manque dans sa vie. En lui disant qu'il veut bien encore avoir des relations sexuelles et seulement ça, c'est une façon inconsciente de la provoquer. Comme s'il lui disait: prouve-moi que tu es toujours la femme de ma vie, que tu peux encore me faire rêver. Il est de marbre pour se protéger lui-même, mais il est probablement malheureux comme les pierres. Tout le reste va probablement bien, comme l'a dit Véronique. Ça ne suffit plus à le rendre heureux. En ce moment, il se demande s'il ne passe pas à côté de sa vie, se disant sûrement aussi que c'est maintenant ou jamais. Voilà tout. Il faut, à mon avis, à la fois le faire rêver et en même temps le provoquer pour bien lui montrer sa bêtise. Il ne retrouvera jamais ce qu'il est en train de perdre. Bon, ça serait une bonne... si c'était le cas, tant mieux pour Véronique, parce que Véronique, elle est encore très attachée à son mari. Néanmoins, un petit bémol, c'est pas parce qu'il est malheureux, c'est pas parce qu'on est malheureux qu'on doit mal se comporter avec l'autre et en tout cas lui manquer de respect. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est que oui, il faut réagir et peut-être un peu le provoquer pour le faire prendre conscience qu'il doit, s'il est dans une crise existentielle, pas non plus tout faire porter à Véronique. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Justement, vous voulez aussi revenir sur le témoignage de Véronique, voilà, qui vous a beaucoup touché. Oui, parce que c'est ce que j'ai vécu, que je vis depuis 3 ans. Enfin, que je vis, comment dire. Voilà, moi, il est resté 2 mois avec moi, en disant: je vais te quitter. Alors 2 mois après, après non, vous avoir... il est resté, voilà, il m'a dit: on va se séparer, je vais te quitter, je veux voir autre chose. Bon, il a dit ça, il est resté 2 mois à la maison. Et après, il est parti. Et là, ça fait 3 ans. Et pendant les 3 ans, on a eu des rapprochements. Donc, je recevais les gens, ils venaient, je recevais la famille, ils venaient. On a eu des rapprochements, des rapports sexuels. Et puis, il me disait: mais laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Donc, j'ai espéré. J'ai espéré pendant 3 ans. 6 mois ou 7 mois après qu'il soit parti, il a rencontré quelqu'un. Ça n'a pas duré longtemps. Après, entre-temps, dans les 3 ans, il a dû en rencontrer 3 ou 4. Et puis là, ça fait 4 ou 5 mois qu'il est avec une autre personne. Mais il ne prend pas de décision. Toujours pas de décision. Mais il continue à avoir des liens avec vous? Ah non, mais non. Non, mais ça a duré... mais alors, quand vous dites qu'il ne prend pas de décision, c'est-à-dire... Il ne prend pas de décision. Quel type de décision? Que je lui ai dit: écoute, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça, soit on fait les papiers de divorce, soit... Enfin, voilà, quoi. Je lui ai dit: tu m'as fait espérer pendant 3 ans, oui, mais je vais m'en occuper. Bon, financièrement, il a beaucoup de problèmes. Donc ça m'est retombé un peu dessus. Et puis, oui, mais je m'en occupe, puis il s'occupe de rien. Voilà, il vit sa vie. Oui, donc ça voilà, il va falloir que ça vienne de vous, ce qui est un comble, parce que évidemment, c'est c'est comme Véronique, vous ne souhaitiez pas cette situation-là, mais en même temps, c'est un moment pour vous protéger. C'est-à-dire que si en plus il y a des retombées économiques, qu'il y ait au moins, en voyant un avocat, une séparation de corps, de biens qui puissent être faites, mises en place. C'est-à-dire que vous lui avez demandé, depuis 3 ans, il ne se passe rien. Donc, il ne se passera rien. Là, il va falloir que ça vienne de vous. Ça fait très très mal. Comme elle disait Véronique, ça fait très très mal, parce que j'ai espéré pendant 3 ans. J'ai espéré, j'ai essayé moi aussi de faire... de changer un petit peu, mais sans plus non plus, parce que je vois pas ce que j'ai fait de mal, et même lui, c'est même pas le dire, quoi. Oui, mais vous n'avez pas forcément fait quelque chose de mal, d'ailleurs. C'est bien pour ça, oui. Et puis avec les enfants, c'est pareil. J'ai les enfants qui ont l'âge des siens à peu près, mais c'est pas... Voilà, on pose pas de questions, on demande pas si les enfants... Bon, s'il les voit, il les voit. Bon, les enfants lui en veulent énormément. Mais voilà, c'est pas grave, il vit sa vie avec... Mais si vous voulez, c'est compliqué, c'est un peu... C'est parce que, comme vous dites, le lien
symboliquement, il reste quoi. Vous demeurez lié à lui tant que vous ne posez pas un acte pour dire bon, voilà, il est dans les faits, il n'est plus avec vous, il ne vit plus avec vous. Donc ça peut être aussi libérateur pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que voir un avocat, consulter, mettre en place une procédure de divorce, c'est aussi une façon de vous libérer, de pouvoir vous, là où il y a quelque chose qui est figé, qui est arrêté, qui est dans l'attente, suspendu, pouvoir reprendre vous le cours de votre vie, solder un peu les comptes. C'est-à-dire que à un moment, ce qui est très difficile et ce qui fait du mal, c'est qu'on est embourbé quand on ne comprend pas ce qui s'est passé et on reste figé là-dedans et on peut plus avancer parce qu'on est dans des réponses impossibles. Mais vous savez, dans l'amour, il y a quelque chose qui reste énigmatique. Pourquoi l'amour? Pourquoi le désamour? On n'a pas toujours les réponses. Et c'est vrai que quand on parvient à ne plus se demander pourquoi il ou elle a fait ça, il y a vraiment un temps de renaissance qui devient possible. Et il faut pouvoir se l'accorder. C'est ce que je disais, vous voyez, parce que j'avais reçu un mail de Claudine par rapport à Véronique qui a suscité beaucoup de réactions. On comprend, elle était très touchante. Elle me demandait, lorsque vous dites qu'il faut poser un acte, qu'entendez-vous par là? Me dit Claudine, que peut-elle faire? Divorcer, quitter le foyer? Elle dit, elle serait en tort dans ce cas-là. Attendez, je dis pas qu'elle se mette en tort, loin de là. Au contraire, il faut qu'elle redémarre, elle, quelque chose de sa vie à elle. Donc, si elle devait partir, d'abord j'avais dit que ça serait plus à lui de partir, mais s'il ne part pas, qu'elle symboliquement elle s'en aille, mais évidemment en ne se mettant pas en tort, c'est-à-dire qu'elle le signale pour qu'après ça se retourne pas contre elle en disant en abandon de domicile conjugal, qu'elle le fasse dans les règles, mais poser un acte comme vous aujourd'hui, parce que il y a quelque chose qui vous relie toujours à lui. Oui, bien sûr. Mais là, lui, c'est vrai qu'il est parti, donc il a quitté la maison. C'est pareil, comme elle, on est agriculteur, enfin il est agriculteur, et c'est vrai que les enfants, ils ont dit, mais maman, si tu pars de la maison, nous, on partira avec toi. Et donc, c'est vrai que je suis à la maison, mais quand je suis la première fois où j'ai trouvé un avocat, mon Dieu, mais j'en ai été malade, mais alors... Et puis même là, j'ai dit aux enfants, c'est moi qui demande la procédure de divorce, c'est moi qui fais les papiers. Je lui ai dit, ne m'en voulez jamais, parce qu'ils m'ont dit, mais non maman, on t'en voudra jamais. Et ce qu'il y a, c'est que je suis très très bien avec ma belle famille, et j'ai ma belle famille, mes beaux-frères, mes belles-sœurs avec moi à 300%, quoi. Mais ça fait très très mal, ça c'est clair. Bien sûr, oui, mais bien et sûr, surtout de se dire... C'est toi qui dois faire la demande de divorce, alors que voilà. Oui, alors que évidemment, ce n'était pas votre souhait. Très, très et c'est là où c'est important, si vous voulez, quand on se sépare, et même si on fait du mal à l'autre, mais on n'est pas responsable du désamour que l'on éprouve, mais au moins d'assumer sa responsabilité. C'est-à-dire assumer sa responsabilité en disant même si on n'est plus dans cette relation-là, être reconnaissant à l'autre, garder en soi la trace de ceux qui ont participé à notre construction. Parce que c'est pas rien, toutes ces années passées, cet amour, ça participe aussi à ce que vous êtes devenu, à ce qu'il est devenu. Et à un moment, assumer sa responsabilité, c'est ce qui aide l'autre à se reconstruire. Donc, assumer sa responsabilité, c'est aussi, si on est dans le désamour, de pouvoir accepter de se séparer. Ça ne veut pas dire tout rejeter de ce qui a été vécu, au contraire, rester reconnaissant de ça, mais pouvoir aussi libérer l'autre. Bien sûr. Donc c'est important que vous donniez cette liberté, parce que là vous restez embourbé dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Or, il y a une renaissance possible, mais il faut poser symboliquement un acte aussi. Vous voyez, quelque chose de concret qui symbolise la séparation. Tout à fait. C'est important pour vous. Bon courage, Nathalie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage à toutes et à tous ceux qui vivent ça. Merci, au revoir.